Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui on parle injection moteur essence et plus précisément injection directe, injection indirecte, injecteur, etc. Dans mon parcours de motoriste, notamment chez Renault, j'ai eu la chance de travailler sur ces deux systèmes et aujourd'hui je vous partage ce que j'ai pu en apprendre. Je sais que certains d'entre vous attendent la vidéo sur la régulation de richesse, mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo est en cours de préparation. Pour en revenir à notre sujet, l'injection, comme sur les vidéos précédentes, on va commencer par quelques notions, comme par exemple faire la différence entre les systèmes à injection indirecte et ceux à injection directe. Et puis nous irons ensuite voir les avantages de l'injection directe et nous finirons par parler des différentes technos qui existent au niveau injecteur, avec encore une fois leurs avantages et inconvénients. Bon, pour commencer, on va faire la différence injection directe versus injection indirecte. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la différence, mais connaissez-vous les avantages de l'injection directe par rapport à l'injection indirecte? La première différence, c'est bien évidemment l'emplacement des injecteurs. En injection indirecte, les injecteurs injectent le carburant dans les conduits d'admission, alors qu'en injection directe, on injecte le carburant directement dans la chambre de combustion. Bien sûr, les injecteurs sont placés différemment. En injection indirecte, on va prendre ici le cas d'une moto, on voit qu'on peut avoir plusieurs injecteurs par cylindre. Dans le cadre de mon CBR 1000, je vous mettrai un petit schéma ici, on retrouve deux injecteurs par cylindre, un au niveau de la boîte à air et un autre juste sous le papillon. A noter que cette configuration est plutôt rare en automobile. En injection directe, on a deux positionnements classiques. On a des injecteurs qui sont en position latérale, comme par exemple sur le moteur 1,4 litre TSI de chez Volkswagen, mais on a aussi des moteurs avec des injecteurs à position centrale, comme sur cette magnifique image que je vous ai trouvée sur un moteur V6 CGI de chez Mercedes. Ensuite, la grande différence de ces deux systèmes, c'est la pression d'injection. On est sur 3 ou 4 bars sur un système d'injection indirect, alors qu'on est plutôt sur du 200-300 bars sur un système récent d'injection directe. Sachez qu'on travaille même sur des systèmes à 500 bars sur des moteurs essence très récents, quand on est sur du 2500-3000 bars sur un diesel. À ce sujet, je voulais vous partager ce graphique qui est assez parlant. C'est finalement le temps qu'il faut pour injecter une certaine quantité de carburant en injection directe ou indirecte. Vous pouvez noter qu'à pleine charge, à iso-quantité, il faut environ 4 fois plus de temps pour faire l'injection sur un système indirect. Ensuite, autre schéma que j'ai retrouvé dans un vieux cours IFP et que je trouvais sympa à vous partager, c'est le moment où on peut débuter la phase d'injection de carburant et tout ça présenté sur un diagramme de distribution. Vous notez qu'en vert, pour les systèmes à injection indirecte, on peut commencer à injecter très tôt dans le cycle 4 temps. On voit qu'il est possible de débuter l'injection dans les conduits dès que la soupape d'admission est fermée. A l'inverse, en injection directe, la zone pour débuter l'injection est beaucoup plus restreinte, puisque l'injecteur est placé directement dans la chambre, donc vous l'aurez compris, injecter en phase d'échappement n'aura pas une grande utilité. Maintenant, passons aux avantages de l'injection directe, toujours bien sûr comparé au système indirect. Le système d'injection directe est clairement présent sur les véhicules modernes pour gagner en consommation. Voyons quelques points clés qui permettent à ce système d'être plus efficient. Un des premiers items, c'est qu'on aura un meilleur remplissage en air du cylindre comparé au système indirect. Pour cela, je vais vous présenter ce magnifique schéma que j'ai dessiné sous Paint. Si on prend deux conduits d'admission qui ont le même volume et la même température, il n'est pas difficile de comprendre que dans le cas de l'injection indirecte, une partie du volume d'air est occupée par le carburant car celui-ci est pulvérisé dans les conduits. Donc une fois que la soupape s'ouvre, on rentre forcément moins d'air puisqu'une partie du volume admis est déjà occupée par le carburant. Le remplissage est donc forcément meilleur en injection directe. Ensuite, le deuxième effet de l'injection directe, c'est de reculer la limite cliquetis. Si vous ne savez pas ce qu'est du cliquetis, je vous recommande ma vidéo qui en parle et je vous mettrai le lien ici en haut à droite. Bon ok, mais comment on augmente la résistance au cliquetis? Simplement en changeant la position de l'injecteur. Le truc qu'il faut retenir, c'est qu'en injectant en spray le carburant dans la chambre, on va refroidir l'air admis dans cette chambre. C'est un phénomène qu'on appelle le cooling effect. Bon, je ne vais pas vous faire un exposé sur le cooling effect, vous pouvez faire vos propres recherches sur notre ami Google, mais pour imager, quand vous faites l'injection dans la chambre, on pourrait presque dire que le carburant passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et c'est ce fameux changement d'état qui va refroidir l'air présent dans le cylindre. D'ailleurs, encore une image qui est facile à comprendre, quand vous vaporisez du parfum sur une partie de votre corps, vous ressentez une certaine fraîcheur, cet effet est en partie dû au cooling effect qu'on retrouve ici. Cet effet va donc engendrer plusieurs choses. Un meilleur remplissage, une meilleure résistance au cliquetis car le mélange sera plus frais, un gain en couple, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec l'arrivée du downsizing, on a vu la généralisation des systèmes à injection directe car on a pu augmenter le rapport volumétrique de ces moteurs. Pour donner un chiffre,
on a environ 10% de gains en couple entre un système classique d'injection indirecte et un système récent d'injection directe. Enfin, sachez que ce système a aussi permis d'améliorer d'autres leviers de mise au point, notamment la multi-injection, la stabilité de combustion, moteur froid, un meilleur contrôle des phases transitoires, etc. Bon, maintenant que vous avez compris les grandes différences entre les systèmes d'injection, je vais vous parler d'un autre domaine très intéressant, les différentes technologies d'injecteurs qu'on peut retrouver sur véhicules. Au niveau des buses, en bout d'injecteur, on peut découper ça en 3 grandes familles. La première, qu'on peut appeler swirl ou en français tourbillon, va former un genre de brouillard dans la chambre. Ce système a comme avantage d'être peu coûteux, de conception simple, mais on a quelques risques d'encrassement au niveau de l'injecteur en fonction de la forme de la chambre et d'autres inconvénients un peu plus techniques. Ensuite, on retrouve les injecteurs multitrous, ceux qui sont finalement les plus connus. Sur ce type de buse, on va créer un genre de spray qu'on pourrait appeler en étoile. Un des avantages de ce système, c'est encore une fois son prix. On a aussi un contrôle très précis de ce qu'on appelle le targeting. En gros, c'est où le carburant va aller dans la chambre, puisqu'on connaît l'angle et le nombre de jets que le spray va créer. En inconvénient, on a encore une fois l'encrassement du système, mais aussi quelques risques d'avoir une interaction, un contact en gros non voulu entre 2 jets très proches. Enfin, dernier type de buse, la buse qu'on appelle nappe. Cette buse va faire un jet en forme de cône dans la chambre. Ce type de buse, à l'inverse des 2 autres, possède comme avantage d'avoir un risque très réduit niveau encrassement. Mais par contre, son prix, c'est quasiment le double des 2 technos précédentes. À ce sujet, je vous ai trouvé des magnifiques clichés d'une chambre de combustion Mercedes à injecteur central, encore une fois dans un vieux courrier IFP. Ainsi, vous pourrez observer comment le carburant se diffuse pendant sa phase d'injection sur une buse de type nappe. Maintenant, passons à la partie actionneur. Dans tous les injecteurs du marché, le principe d'ouverture est toujours le même. On va créer un champ magnétique qui va permettre de décoller l'aiguille de l'injecteur de sa position repos. Pour ça, on retrouve 2 technos, les solénoïdes, c'est une bobine en gros, et les systèmes piézoélectriques. Faisons maintenant rapidement la liste des avantages et inconvénients de ces 2 technos. Concernant la bobine, un des avantages principaux, c'est clairement son prix. On retrouve ensuite sa compacité et sa simplicité de fonctionnement. Un des inconvénients principaux de ce système, c'est sa lenteur. Sur le système piezo, c'est l'inverse. On a un système très rapide, mais on retrouve un système encombrant et aussi très coûteux. Pour conclure sur le sujet techno, vous pouvez retenir qu'au final, sur quasi 100% du marché, on retrouve que 2 types d'injecteurs. Les injecteurs multitrous à solénoïde et les injecteurs à nappe piézoélectriques comme dans la chambre Mercedes que je vous ai montré dans cette vidéo. Sachez qu'un injecteur à nappe, c'est quasiment 3 fois le prix d'un injecteur multitrou à solénoïde. Bon, ce petit sujet est maintenant terminé. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de ce qu'on peut faire avec les systèmes d'injection directe, notamment la combustion stratifiée, et on comparera ça à la combustion en homogène. Pour le reste, j'espère que ce sujet vous aura plu. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, et si vous voulez en apprendre davantage, abonnez-vous. Allez, salut!